Nouvelle vidéo et nouveau format. Aujourd'hui, je vais répondre à 10 croyances qui ont encore la peau dure en musculation, même aujourd'hui en 2026. L'objectif, comme d'habitude, t'apporter de la valeur, t'apporter de la clarté dans ta progression et ta prise de muscle. Si jamais ce format te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si je vois que ce format fonctionne bien, pourquoi pas le refaire pour d'autres thématiques comme la nutrition par exemple, ou même d'autres questions par rapport à la musculation parce qu'il y en a énormément. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, sans plus attendre, on passe à la première question. Première question, il faut changer régulièrement ses exercices pour choquer ton muscle. Donc, bien sûr, c'est faux et ça va même complètement à l'encontre de ce qui compte réellement pour progresser et construire du muscle. Parce que quand tu commences un nouveau programme, tes premières semaines, en fait, elles vont surtout servir à apprendre tes mouvements, à trouver tes réglages, trouver tes repères, améliorer ta technique, répéter, standardiser tes mouvements. Et cette phase-là, en fait, elle va te demander plusieurs semaines, même des fois plusieurs mois, pour que vraiment tu poses des bases solides. Et c'est qu'une fois que ces bases elles seront posées, qu'à ce moment-là, tu vas devenir vraiment productif sur tes mouvements, sur tes séries, que tu vas réussir à les rentabiliser et qu'à ce moment-là, tu vas vraiment progresser et construire du muscle. Et le problème, c'est que quand tu changes constamment tes exercices, tu repars à chaque fois en fait dans cette phase d'apprentissage, tu repars un petit peu à zéro à chaque fois. Et en fait, sur le papier, ça peut être tentant parce que tu vas avoir de nouveaux exercices, donc potentiellement de nouvelles sensations. Ça peut aussi relancer un petit peu ta motivation. Tu risques d'avoir des courbatures et ça peut te donner en fait une impression de progression. Mais c'est pas parce que tu as un nouveau programme que pendant 2-3 semaines, tu vois que tu progresses au niveau de tes performances, que tu te sens plus à l'aise, que tu es réellement en train de progresser et de construire du muscle. Comme je l'ai dit, cette phase en fait, c'est un peu une phase d'apprentissage, d'adaptation qui te permet de poser des bases, mais c'est qu'une fois que ces bases elles sont vraiment bien posées, qu'elles sont solides, qu'à ce moment-là, tu vas vraiment te lancer dans cette phase de progression. Et c'est pour ça que tu dois accepter que si tu veux réellement progresser, tu dois répéter à chaque fois les mêmes exercices, devenir réellement bon dessus, les perfectionner avec le temps. Et comme je viens de le dire, ça prend du temps. C'est pour ça que si tu penses que c'est choquer ton muscle et refaire à chaque fois de nouveaux exercices, repartir sur un nouveau programme après quelques semaines, que c'est ça qui va te faire progresser, c'est simplement ce qui entretient ta stagnation. Donc répète les mêmes exercices semaine après semaine, deviens vraiment bon dessus et c'est ça qui va te permettre d'être le plus productif dans tes entraînements et donc de vraiment progresser à ton plein potentiel. Deuxième question, si tu n'as pas de courbature, alors ta séance n'était pas efficace. Alors là aussi, c'est faux parce que les courbatures, c'est absolument pas un indicateur fiable de si ta séance était efficace, si ta séance t'a fait progresser. Parce qu'en fait, les courbatures, elles apparaissent notamment quand ton muscle il est soumis à un stimulus inhabituel. Ça peut être un nouvel exercice, ça peut être une amplitude plus grande sur ton mouvement, ça peut être un volume plus élevé qu'habituellement. Et l'exemple typique, c'est quand tu vas reprendre tes entraînements après par exemple une petite période de pause parce que tu es parti en vacances, parce que tu as une blessure ou quoi que ce soit. C'est généralement les séances où tu vas ressentir le plus de courbatures, les pires courbatures de ta vie, alors qu'en réalité, tu n'auras pas été le plus productif possible sur cette séance-là. Et tu peux même t'en rendre compte quand tu fais un nouveau programme. Les premières semaines, quand tu vas faire de nouveaux exercices, tu vas avoir de courbatures justement parce que tu vas avoir de nouveaux exercices, des exercices qui vont travailler des schémas moteurs un petit peu différents de ce que tu avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Et ça va également te donner des courbatures. Mais au fil du temps, et plus tu vas répéter ton programme, tes exercices et avancer comme ça semaine après semaine, et moins tu vas avoir de courbatures alors même que tu vas progresser dans tes performances. Sachant aussi que ta perception des courbatures, elle peut être influencée par d'autres paramètres comme ta récupération, ton sommeil, ton hydratation. Donc en fait, plutôt que de te demander le lendemain de ta séance si tu as des courbatures ou pas, pose-toi plutôt la question de savoir si tes séries elles étaient vraiment de bonne qualité, si tu avais une proximité à l'échec musculaire suffisante et surtout à regarder l'évolution de tes performances au fil du temps. Et surtout, filme-toi parce que tes sensations elles peuvent te tromper, là où une vidéo elle va te permettre de voir concrètement ce que tu fais pendant ton mouvement et pas ce que tu as l'impression de faire, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue intensité par exemple. Ensuite, troisième question, si ça brûle, c'est que le muscle travaille bien. Alors pas forcément, et le problème en fait avec la brûlure, c'est que tu peux faire une série extrêmement longue et qui brûle énormément. En réalité, ça donne aucune garantie que ta série elle était vraiment efficace et qu'elle va vraiment te faire progresser. Parce que ce qui nous intéresse pour prendre du muscle, en fait, c'est d'avoir le maximum de tension mécanique sur le muscle ciblé. Et ça va passer par ta technique d'exécution et par ton intensité, donc à savoir ta proximité réelle à l'échec musculaire. Donc c'est pour ça que la brûlure, elle n'est pas synonyme de croissance musculaire. Oui, elle peut accompagner une série qui est efficace pour prendre du muscle, mais c'est pas elle qui détermine si oui ou non cette série a été efficace. Ensuite, quatrième question, et question qui peut revenir énormément, si je ne ressens pas mon muscle, alors ça veut dire qu'il ne travaille pas. Alors là, je dirais pas forcément parce que en fait, ça va dépendre. Si tu fais un exercice censé travailler tel ou tel muscle, mais que quand tu le fais, tu ne sens pas ce muscle-là en question, la première chose déjà à regarder, ça va être ta technique d'exécution. Donc ton placement, ton contrôle, ton amplitude, tes réglages, tout ça. Et là aussi, filme-toi parce que ça va t'apporter en fait un regard extérieur sur ce que tu fais pendant ton mouvement.
Et si en te regardant, tu vois que finalement tu as une bonne technique, tu as une bonne intensité, bah en fait, même si tu n'as pas de ressenti, et oui, ça peut être frustrant, mais en fait, ton muscle il travaille quand même. Parce qu'à partir du moment où tu respectes la fonction biomécanique d'un muscle, il va travailler. Si par exemple je fais une flexion et une extension de mon coude, mon triceps va être sollicité sur mon mouvement, et ça, même si je le ressens pas. Et surtout, les ressentis, ça peut se développer avec le temps. Le fait, par exemple, pour des débutants, de créer les connexions nerveuses, le fait de répéter le mouvement, de mieux comprendre aussi comment l'exécuter. Par exemple, pour le grand dorsal qui peut poser des problèmes pour beaucoup de personnes, le simple fait de comprendre que tu cherches en fait à tirer ton coude en direction de ta hanche et pas à tirer avec tes bras et tes biceps, bah simplement ça peut changer toute la donne au niveau de ton exécution et au niveau du recrutement de ton grand dorsal. Et autre chose aussi d'important, c'est qu'à mesure que tu vas développer de la masse musculaire, tu auras beaucoup plus de facilité à avoir des ressentis sur ces muscles-là. Next question. Pour prendre du muscle, il faut faire entre 8 et 12 répétitions. Là aussi, c'est faux. La fourchette des 8 à 12 répétitions, c'est pas une fourchette magique qui te permettrait de mieux progresser ou de prendre plus de muscles que sur une autre fourchette de répétition. En fait, à proximité à l'échec musculaire égal, tu prendrais autant de muscles à faire entre 5 et 30 répétitions. C'est simplement ensuite qu'en pratique, je te recommanderais plutôt de te situer aux alentours des 6 à 15 répétitions. Ça peut être un peu au-dessus, un peu en dessous en fonction des exercices, mais c'est simplement pour donner un ordre d'idée. Parce qu'au-delà de 20 répétitions, tu auras très souvent des facteurs limitants comme le cardio, la concentration, la brûlure, l'inconfort tout simplement de ta série qui risqueront de mettre fin à ta série avant que ce soit l'échec du muscle ciblé. Mais finalement, c'est surtout une question de préférence personnelle, d'exercice aussi, parce que par exemple, ça va être très compliqué sur des extensions triceps de faire 4 à 5 répétitions en maintenant une bonne technique sans compenser. Et pareil pour prendre l'exemple inverse, sur un hack squat monté à 20 ou 25 répétitions, bah ça va être très compliqué d'approcher réellement l'échec musculaire sans être limité par le cardio, par la brûlure, par la gestion du souffle, des choses comme ça. Et ça va aussi dépendre de la fourchette de reps sur laquelle tu te sens le plus confortable et où tu arrives le mieux à progresser. Ensuite, sixième croyance, il faut aller à l'échec musculaire sur toutes ces séries pour progresser et prendre du muscle. Bien sûr que c'est faux, t'as pas besoin d'aller systématiquement à l'échec musculaire sur toutes tes séries pour progresser et prendre du muscle. Aujourd'hui, avec les données qu'on a, on voit que si tu gardes une ou deux répétitions en réserve, tu peux avoir de très bons résultats sans avoir les inconvénients de l'échec musculaire, par exemple sur la fatigue nerveuse. Mais il y a une grosse nuance à apporter, c'est que les RIR, ça reste une estimation et que si tu n'as jamais expérimenté l'échec musculaire ou pas suffisamment de fois, en fait, ce que tu prends aujourd'hui peut-être pour un RIR 2, il y a de très fortes probabilités que ce soit peut-être un RIR 6 ou 7 et c'est là où ça peut poser problème. Et même pour des personnes qui vont régulièrement à l'échec musculaire, estimer avec précision ces RIR, ça reste très compliqué. C'est pour ça que l'intensité, c'est une vraie compétence qui s'acquiert avec le temps, avec l'expérience et qui se développe tout au long de ta pratique. Donc personnellement et avec les personnes que j'accompagne, ce que je recommande généralement, c'est de s'entraîner avec 0 ou 1 répétition en réserve, voire 2 selon le contexte et la récupération, et d'aller de temps en temps à l'échec musculaire pour justement réajuster un petit peu ta perception de l'effort, de ton intensité, de ta proximité réelle à l'échec musculaire. Et quand je parle d'échec musculaire, je parle de ce qu'on pourrait appeler RIR-1 et pas RIR 0. RIR 0, c'est imaginons si tu fais une série de 10 répétitions, ton muscle n'était pas capable de faire une 11e répétition. Donc ton intensité, elle est essentielle pour forcer ton muscle à s'adapter, mais l'objectif, c'est pas d'aller à l'échec sur toutes tes séries ou au contraire de ne jamais y aller, c'est en fait d'aller suffisamment proche de l'échec sur tes séries pour avoir des séries qui soient réellement stimulantes, tout en réussissant à gérer ta fatigue pour pouvoir progresser sur du moyen et du long terme. Ensuite, septième croyance, plus tu mets lourd et plus tu prends du muscle. Alors oui, mais à condition d'avoir des séries qui soient bien standardisées. La standardisation, c'est tout simplement en fait d'avoir les mêmes conditions d'exécution d'une semaine à l'autre, que ce soit au niveau du placement, des réglages, de l'exécution, du tempo, de l'amplitude, etc. Tu dois être en capacité de répéter chaque semaine ton exercice à chaque fois avec les mêmes repères pour que si au fil du temps tu réussisses à mettre plus lourd ou à faire plus de répétitions, ce soit réellement dû à une prise de muscle. Parce que si tu mets plus lourd que la semaine d'avant mais que tu changes un paramètre comme ton placement ou ton amplitude, en réalité ta performance tu peux plus la comparer avec ta performance précédente et du coup tu peux pas vraiment tirer de conclusion sur si oui ou non tu as progressé. Huitième croyance qui est un petit peu mixée entre deux, les machines c'est pour les débutants et c'est moins efficace que les poids libres. Donc bien sûr que c'est totalement faux, les machines et les poids libres c'est simplement des outils différents mais qui ont la même finalité, à savoir d'appliquer une tension suffisante sur ton muscle pour le forcer à se développer. Et surtout quand tu as un objectif de prise de muscle, au final les machines elles peuvent être extrêmement intéressantes et ça même quand tu es un pratiquant avancé parce qu'elles offrent généralement plus de stabilité et qui dit plus de stabilité dit une meilleure production de force, un mouvement plus précis au niveau de ton recrutement musculaire
et généralement moins de facteurs limitants également. Mais ça signifie pas non plus que les machines, elles sont systématiquement supérieures. Des fois, en fonction de ta morphologie, en fonction de tes préférences, ton confort, tu progresseras beaucoup mieux sur un exercice libre plutôt que sur une machine. Donc finalement, le choix il dépend de tes objectifs, de tes préférences et bien sûr du matériel que tu as à disposition. Mais plutôt que de tout le temps vouloir opposer machine et poids libre, en fait, il faut surtout que tu les considères comme complémentaires. Neuvième et avant-dernière croyance, il ne faut pas se peser tous les jours. Perso, je préfère généralement avoir plusieurs pesées sur la semaine plutôt qu'une seule pour en faire une meilleure analyse. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, ton poids, il est sujet à énormément de variables et d'un jour à l'autre, il peut évoluer sans que tu aies pris du muscle ou perdu du gras. Que ce soit en lien avec ton hydratation, ta digestion, ta consommation de sel, ton stress, ton cycle menstruel pour les femmes. Et donc si tu te pèses par exemple le lundi de la semaine 1 et que tu te repèses ensuite que le lundi de la semaine 2, en fait tu vas comparer deux données isolées qui seront influencées par énormément de choses. Alors qu'avec plusieurs pesées que tu feras à chaque fois dans les mêmes conditions, donc à jeun le matin après être passé aux toilettes, tu pourrais là faire en fait une moyenne sur ta semaine et surtout observer la tendance au fil des semaines. Alors après attention, je ne suis pas en train de dire qu'absolument tout le monde devrait se peser tous les jours. Si le fait de te peser plusieurs fois par semaine, ça devient une source de stress, d'anxiété et que ça crée une relation un peu négative avec la balance, bien sûr que le contexte individuel passe avant tout. Mais c'est là l'importance de la communication et de la compréhension surtout parce que je l'ai vu avec certaines personnes que j'ai pu accompagner et que j'accompagne encore aujourd'hui. Avec certaines, le fait de comprendre que justement on voulait faire une moyenne sur la semaine pour observer la tendance, cette compréhension-là leur a permis d'aller au-delà de cette croyance de base qu'ils avaient par rapport aux chiffres sur la balance. Et au contraire, avec d'autres personnes, ça a été très compliqué. Et dans ce cas-là, ce que je préfère, c'est de ne pas se peser du tout et de se focaliser plutôt sur d'autres données, plutôt que de se peser juste une ou deux fois dans la semaine, ce qui ne sera absolument pas représentatif de la progression de la personne, on ne pourra rien en tirer et surtout ça risque plus d'impacter le moral de la personne qu'autre chose. Et si jamais tu n'as aucun problème avec le fait de te peser tous les jours, ce que je te recommande c'est de te peser 7 jours sur 7, d'en faire une moyenne sur ta semaine qui sera extrêmement fiable, d'analyser cette tendance-là au fil des semaines et comme ça va te permettre de t'assurer que tu avances dans la bonne direction. Et on termine avec la 10e croyance que j'entends et que je vois encore énormément, c'est le fait de changer de programme entre sèche et prise de masse. C'est totalement faux parce que quand tu passes en déficit calorique, il n'y a absolument aucune raison de remplacer brutalement tous tes exercices, de passer sur des séries longues avec des temps de repos plus courts juste sous prétexte que tu serais en sèche. Parce qu'en fait, les principes ils restent exactement les mêmes et peu importe la phase dans laquelle tu te situes, à savoir d'avoir une technique maîtrisée, une intensité suffisante, un volume et une fréquence adaptés à ton objectif et à ta récupération et cette même mentalité au niveau de tes entraînements de continuer à progresser. Et surtout sur tes premières semaines de sèche où généralement tu auras encore pas mal d'énergie. Maintenant, plus ton déficit est long ou agressif et plus tes performances et ta récupération peuvent être affectées. Donc oui, le volume ou éventuellement d'autres paramètres peuvent être ajustés un petit peu en fonction de comment ta fatigue, ta récupération évolue au fil des semaines et des mois, mais les principes fondamentaux de ton entraînement ne changent pas simplement parce que tu manges moins de calories. En fait, ce qui t'a permis de construire du muscle en prise de masse, ça sera exactement la même chose qui va te permettre de le maintenir, voire de continuer à en développer en sèche. C'est quand tu commences en fait à tout chambouler qu'à ce moment-là, oui, tu risques fortement de perdre du muscle. C'était la dernière croyance, j'espère que ce petit format qui change un petit peu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant, en t'abonnant et en laissant un commentaire pour me le dire. Si jamais tu veux me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je te partage le plus de conseils au quotidien pour t'aider à avoir plus de clarté dans ce que tu fais, sortir un petit peu du flou, du doute permanent, de tout remettre en question, de ne pas trop savoir si tu avances dans la bonne direction. Donc si jamais tu veux progresser, prendre du muscle et construire le physique que tu veux, suis-moi sur Instagram. Si jamais je te propose une consultation offerte, tu as juste à cliquer sur le lien en description, remplir le petit formulaire. Je te recontacterai pour qu'on puisse faire un appel, discuter de tes objectifs, de ta situation actuelle, de quelle stratégie on pourrait mettre en place dans ton cas pour atteindre tes objectifs. Ça ne t'engage à rien, c'est totalement gratuit, donc n'hésite vraiment pas. Nous maintenant, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je te dis à très vite.